Bonjour, pouvez-vous vous présenter chichement? C'est pour Chiche TV. J'ai 58 ans, je suis marié avec Anne. Je suis président du parti politique LIA La Voix du Peuple, qui est un parti chrétien-social, pour faire les choses rapidement. Je suis philosophe et juriste de formation. J'ai également des responsabilités économiques comme chef d'entreprise. J'ai été parlementaire, maire de Rambouillet, président de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoire. Nous sommes ici à Rambouillet, merci de venir jusqu'à moi pour cet enregistrement. Avec plaisir. Et voilà, j'ai tous les défauts du monde. Je suis chasseur, amateur de bonne chair, joueur de cartes, amateur de musique à mes heures et écrivain, puisque j'ai publié un certain nombre de livres de philosophie et de politique. Ok. Alors, Et pardon, ancien membre du 15 parlementaire, puisque j'étais le pilier gauche de l'équipe de rugby du Parlement français pendant 2 mandats. Vous avez tous les défauts alors. Exactement. Alors pourquoi souhaitez-vous vous présenter à la présidentielle 2022? Parce que je pense que notre pays est dans une situation extrêmement difficile. Je pense que la seule manière pour lui de se redresser, c'est de renouer avec son héritage et ses traditions, qui sont largement, pour dire les choses un peu rapidement, chrétiennes et sociales, et d'ailleurs ce sont des mots quasiment synonymes. Et je pense par ailleurs que nous avons l'obligation de rendre au peuple le pouvoir et la parole qui lui ont été confisqués. J'ai fait de ce thème particulier un ouvrage qui est paru il y a 1 an maintenant, qui s'appelle La Voix du Peuple, avec un X, et qui dit comment et pourquoi on doit rendre la parole au peuple par le référendum, on doit rendre la parole au peuple par le rétablissement des corps intermédiaires dans la décision publique, et qu'on doit solliciter le peuple français sur tous les grands sujets qui l'intéressent. Voilà quelle orientation je souhaite donner au pays à partir de 2022. Ok. Donc du coup, le référendum d'initiative citoyenne, ça vous parle? Ah oui, oui, je suis parfaitement... Alors, c'est sur le principe, oui. Après, ça pose d'énormes difficultés de modalité, de timing, d'organisation, de thème. Mais globalement, mon orientation personnelle, c'est de solliciter le peuple français régulièrement pour l'interroger sur des sujets qui le concernent directement, comme l'immigration, la réforme de l'éducation nationale, l'aménagement du territoire, les questions de fiscalité, enfin tout ça, il doit être évidemment sollicité et consulté sur ces points. Oui, mais le peuple, lui, a sa propre initiative, devrait pouvoir... bien sûr, il peut, et aussi, je milite pour que les modalités d'organisation des référendums d'initiative populaire soient assouplies et qu'elles rendent enfin effective, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, la possibilité de saisir le peuple français de ce genre de consultation. Alors, dans votre programme, vous parlez de protéger la famille et la valeur de la vie humaine. Donc, vous parlez sûrement de l'IMG qui est en cours, ou de l'IVG, qui va remplacer l'IVG, qui permet de se débarrasser d'un embryon de 9 mois dans le corps de la mère ou... C'est en général. Vous savez, dans la société où nous sommes aujourd'hui, quand vous rentrerez chez vous ce soir après ces interviews, vous pourrez décider d'acheter un bébé sur Internet. Ça va vous coûter entre 15 et 20 000 $. Vous pouvez le commander en déterminant la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le quotient intellectuel des parents, le pays de naissance, etc. Tout ça est disponible. Il y a un salon ces jours-ci à Bruxelles qui vous permet de faciliter ce genre d'opération. Nous entrons donc dans un monde où la vie humaine devient une marchandise. Pas simplement sur le plan économique. Tous ceux de nos auditeurs qui ont connu, et ça m'est arrivé à moi aussi, à titre personnel, la brutalité des échanges économiques, le fait que vous devenez un jour une variable d'ajustement de la décision d'entreprise qui décide que vous n'êtes plus assez rentable, donc vous partez. Ça c'était vrai déjà, mais c'est la vie elle-même maintenant, plus seulement le travail qui devient marchandise. Ce monde-là indique une forme de fragilité terrible de tous les êtres humains. Et c'est vrai que, dans la conviction qui est la nôtre, si on ne protège pas la vie depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle, alors on fragilise l'ensemble du corps social. Et j'ai milité pour que, effectivement, cet acte dramatique qu'est l'avortement, auquel beaucoup de femmes recourent par contrainte, puisse faire l'objet d'accompagnement particulier, d'une forme de médiation et d'une solidarité. Je milite pour qu'on ne légalise pas l'euthanasie, parce que je n'aime pas cette idée que la société, qui que ce soit, ait droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Ça n'est pas dans ma philosophie personnelle. Et ainsi, quand on respecte la vie dans ses principes, on la respecte aussi dans les conditions de son exercice et dans ses modalités. C'est notre philosophie. Ça, c'était donc l'IVG, mais pour l'IMG, qui est l'interruption médicale de grossesse, quand il y a des détresses psychosociales ou autres,
Je ne sais pas ce que c'est une détresse psychosociale. Okay. Le problème, c'est que non, mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des familles ou des femmes qui sont en situation inextricable. Je sais très bien. Mais j'ai là-dessus un regard de législateur. Le législateur, quand il écrit la loi, il devrait veiller à ce que ce qu'il écrit soit compréhensible par tous et repérable par tous. Donc je préfère, moi, la circonstance dans laquelle on se dit, je comprends encore une fois qu'une jeune fille de 17 ans qui se retrouve enceinte sans l'avoir prévu, et il y en a quand même quelques-unes, puisse se dire, ok, c'est compliqué, ma vie devient invivable, on ne sait pas comment se sortir de cette situation-là. Et plutôt que de se dire, ma seule solution, c'est d'aller avorter, il y a d'autres solutions. On peut être accompagné, on peut être aidé, on peut mettre au monde son enfant, etc. Voilà, c'est ça, c'est cette société-là de l'entraide qui m'intéresse. La société brutale dans laquelle on dit, vous n'avez qu'une solution, c'est la fin de la vie d'un enfant. Ça, je n'arrive pas à accepter ça. Alors, autre point de votre programme, recentrer l'État sur les fonctions régaliennes et libérer l'école. Est-ce que c'est un retour à l'école libre, école privée, école religieuse ou pas? Ah ben, il n'y a pas besoin de retourner à l'école libre. Un enfant sur 5 aujourd'hui est scolarisé dans des écoles qui ne sont pas l'école publique. Donc ça existe. Et heureusement d'ailleurs pour l'État, parce que je ne sais pas comment il ferait s'il devait récupérer les quelques millions d'élèves qui sont aujourd'hui scolarisés dans l'enseignement qui n'est pas national ou public. Il y a deux choses dans votre question, c'est pas tout à fait le même, bien sûr. Recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes, ça veut dire l'État ne doit pas s'occuper de la largeur des fenêtres, du contenu des chasses d'eau, du calibre des tomates, du nombre de champignons qu'il y a par centimètre cube de roquefort, je ne sais pas de quels autres... C'est pas le rôle de l'État. Qui nous laisse tranquille avec ça. L'État doit assurer notre sécurité, protéger les frontières contre n'importe quel type d'envahisseur, et c'est la défense nationale. Il doit faire en sorte que, la santé des citoyens puisse être accompagnée autant que de besoin. Il doit venir en aide à ceux qui sont fragiles. Ça, c'est la solidarité nationale. Donc, tout ça, il doit le faire. Mais il fait des tas d'autres choses qui l'empêchent, en fait, de réussir ce dont il devrait s'occuper tous les jours. Et on voit bien. Enfin, on croise l'État dans des choses sur lesquelles on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là où on a besoin de lui, il n'est pas là. Donc, c'est ça qu'il faut inverser. Autrement dit, je pense que vraiment, les Français, là encore, doivent se prononcer sur le point de savoir si, oui, effectivement, l'État collecte l'impôt, assure la sécurité des citoyens, assure l'exercice des libertés et la garantie des libertés fondamentales, assure sa part de responsabilité dans l'éducation, et il n'est pas le seul, assure sa part de responsabilité en santé, et il n'est pas le seul, et pardonnez-moi, tout le reste. Est-ce que l'État doit être actionnaire des entreprises publiques de transport, aérien, ferroviaire, d'entreprises chimiques, pétrolières, etc. C'est pas sûr. Qu'est-ce que ça change qu'il le soit? Pas grand-chose, puisque même quand il est actionnaire, on arrive à vendre des entreprises à des fonds de pension américains ou à des choses comme ça. Donc à quoi ça ne protège rien? Donc je préfère, moi, qu'il se recentre sur des choses essentielles, qui assurent nos sécurités et nos libertés, et que tout le reste soit l'objet de la coopération entre les acteurs privés et la puissance publique quand il le faut. Alors du coup, par rapport à ADP, il y a eu beaucoup de gens qui exigeaient un référendum pour savoir s'il fallait le vendre ou pas. Vous en pensez quoi? J'ai signé la pétition qui demandait le référendum sur ADP. J'étais contre la vente d'aéroports de Paris aux opérateurs privés parce que dans les aéroports internationaux particulièrement, il y a des enjeux de protection du territoire et de sécurité qui n'existent pas dans les aéroports locaux, dans les aérodromes. À partir du moment où il y a une connexion internationale, la responsabilité de la sécurité de notre pays est engagée. Donc ça nécessite que tout ça reste un patrimoine public. Ok. Alors, vous avez aussi dans votre programme, vous parlez de fonder notre cohésion sociale sur notre histoire et notre langue. Alors, rétablissement de l'enseignement de l'histoire de France et de la langue française dans nos écoles, en rompant avec les programmes actuels. Et aussi l'abrogation des lois mémorielles qui imposent une version officielle de l'histoire. Vous pouvez nous développer ça? Bien sûr. Le premier ciment d'une communauté, c'est la langue qu'on parle, qu'on partage. Si les gens ne parlent plus la même langue, ils ne peuvent pas se comprendre, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent rien faire ensemble. D'ailleurs, pour moi qui viens aussi du monde de l'entreprise, puisque j'exerce des responsabilités dans des organisations économiques, et comme responsable de ressources humaines, particulièrement dans l'industrie par exemple, de temps en temps on se pose la question de savoir si on parle bien le même langage, si les mots ont bien le même sens pour tout le monde. On se repose ces questions parce que c'est essentiel d'avoir un langage commun.
une langue commune dans un pays, quand on arrête de l'enseigner, quand on ne fait plus d'efforts particuliers pour faire en sorte que l'orthographe soit respectée, que la richesse du vocabulaire soit enseignée, quand on ne veut plus enseigner la littérature classique. Il n'y a pas que la littérature classique, mais au moins c'est un patrimoine sur lequel on peut s'entendre, puis on en hérite, et on ne va pas laisser mourir ça, il faut quand même qu'on le transmette aux générations qui viennent. Eh bien je pense qu'on perd quelque chose de notre cohésion nationale. De la même manière, si on n'est pas capable de regarder collectivement, avec un regard partagé, objectif, il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit, ni d'oublier quoi que ce soit, non, de regarder ensemble l'histoire que nous partageons, dont nous héritons, qui nous a fait. Et si nous ne sommes pas capables de partager ce qui nous a fait, alors je ne vois pas très bien comment on peut organiser la vie commune et par la suite transmettre aux générations qui viennent. Quant aux lois mémorielles, c'est très simple. Moi je préfère que, y compris en disant des absurdités ou des horreurs, ceux qui défendent ces horreurs puissent le dire dans le débat public, et qu'on les castagne, et qu'on leur réponde, et qu'on leur dise « vous dites des horreurs, vous dites des absurdités, donc voilà pourquoi ». Mais il suffit de regarder ce qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que l'antisémitisme en France a reculé depuis que les lois, ces lois ont été votées? J'ai pas l'impression. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en interdisant une idée qu'on en empêche la propagation? C'est le contraire aujourd'hui. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux permettent la diffusion d'un certain nombre d'idées qui échappent au contrôle de qui que ce soit. Et ces idées continuent de se propager et on ne peut pas les attraper parce qu'elles ne peuvent pas apparaître dans le débat public. Donc moi je préfère dire, vous dites des horreurs, très bien, dites-les, venez les dire devant moi. Et maintenant on va argumenter. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça sera à la face et à la visée de tout le monde. Alors il y a un problème que je n'ignore pas, c'est que d'entendre un certain nombre de ces thèses qui peuvent être choquantes pour des familles ou des gens qui sont concernés directement, sur l'antisémitisme par exemple, je peux comprendre que on n'ait pas envie d'entendre ce que ces gens disent. Parce que ça fait mal, parce que ça injurie, parce que ça blesse les consciences, parce que ça blesse les cœurs, parce que ça ravive des douleurs qu'on voudrait pas oublier, mais on ne veut pas avoir à reparler de ça. Je comprends ça très bien. Et je dis simplement, la meilleure manière de faire disparaître une idée, c'est pas de l'interdire, c'est de la neutraliser par la contradiction. S'il doit y avoir une contradiction, il faut qu'elle soit publique, et donc il faut que ça soit possible dans le débat. Pour en revenir au sujet de la langue, quid des langues régionales? Alors, je ne suis pas du tout opposé à l'apprentissage des langues régionales, mais je suis fidèle à la Constitution qui dit que la langue officielle de la République est le français, enfin la langue officielle de la France, c'est le français, et je ne crois pas possible ni souhaitable qu'il y ait une autre langue officielle. Que chacun ensuite puisse avoir la possibilité de recevoir ses traditions, son héritage, de transmettre, qui sont des éléments culturels importants dans un certain nombre de régions de notre pays. Alors ça, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, toujours dans votre programme, il y a mettre fin à l'immigration massive et non choisie. Alors, que pensez-vous des événements en Pologne et en Biélorussie actuellement? C'est un drame. C'est un drame pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes face à une instrumentation pilotée par la Turquie. On sait bien d'où ils viennent. Hein. On a compris que les avions étaient affrétés par la Turquie jusqu'en Biélorussie et qu'ensuite ils étaient censés entrer en Pologne. Bon. Donc il y a une volonté de déstabilisation de l'Union européenne par la Turquie. D'ailleurs Erdogan l'a dit de nombreuses fois. Il a dit des choses d'ailleurs horribles sur sa volonté de conquête de nos pays, qui sont évidemment insupportables et qu'on doit combattre, mais pour de vrai. Donc c'est un instrument de manipulation insupportable. Deuxièmement, c'est une opération qui consiste à utiliser des personnes comme des instruments d'une politique. Or, utiliser une personne comme un instrument, ça porte un nom, ça s'appelle de l'esclavage. C'est même la définition de l'esclavage. J'utilise quelqu'un comme un instrument, comme si c'était une chose. Et c'est le cas ici. Donc en fait, il y a effectivement cette espèce d'esclavage moderne qui consiste à utiliser des personnes humaines comme des menaces. Enfin, c'est quand même insupportable comme manière de... Troisièmement, s'il est confirmé, et ça semble être confirmé malheureusement, que la Russie attise tout ça pour déstabiliser la Pologne à l'aide de la Biélorussie, alors ça ce n'est pas acceptable. Je n'ai pas le regard sur Vladimir Poutine aussi sévère que la majorité des responsables politiques français, et là, si c'est ça, alors ça, on ne peut pas l'accepter. Mais ni de la Turquie, ni de la Russie, ni de la Biélorussie. J'observe qu'on ne parle pas beaucoup de la Turquie dans cette opération en ce moment, ce qui me choque beaucoup. Quatrièmement,
Je comprends qu'on puisse être dérangé par la présence de ces personnes à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, qui sont dans le froid, parce qu'il commence à faire froid dans ces régions pour l'instant, qui n'ont pas à manger, qui voudraient bien rentrer en Europe, mais je suis désolé de leur dire, elles n'ont rien à faire en Europe. Et j'ai donné une interview à un organe de presse polonais, de vos confrères de la presse polonaise il n'y a pas très longtemps, qui m'ont posé cette question. Je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'ils viennent se masser à la frontière de l'Europe que pour autant ils ont le droit d'y entrer. Ils n'ont rien à faire là. Je suis désolé pour les personnes en question, mais je soutiens la Pologne dans son attitude de fermeté à l'égard de la protection de sa frontière. Alors, vous parlez aussi de lutter contre l'islamisme en y associant les musulmans de France. Alors, or, on sait que les salafistes et les frères musulmans, via Qatar Charity, œuvrent en secret pour conquérir la France. Que proposez-vous de faire? J'ai publié sur ce sujet un livre il y a 3 ans qui s'appelle « L'islam à la conquête de l'Occident ». Les États musulmans, il y a longtemps, une vingtaine d'années, enfin c'est à la fois longtemps et pas longtemps, ont signé et publié un document qui était une stratégie de conquête de l'Occident par l'islam et d'installation de la charia à la place de nos lois, des lois de nos pays. J'ai publié ce texte, j'ai commenté cette stratégie et j'en ai explicité les ressorts. Je constate 2 choses. La première, c'est que tous les Français musulmans, ou les musulmans qui sont en France, certains, beaucoup sont étrangers, ne partagent pas nécessairement cette stratégie de conquête qui est dictée par les États musulmans. Je l'entends très bien. Je connais même beaucoup de musulmans, et j'imagine que la majorité des musulmans français ne sont pas dans cette attitude hostile ou agressive à l'égard de notre pays. Mais je constate une deuxième chose, qui est que dans beaucoup d'endroits qu'on appelle pudiquement des zones de non-droit, les zones de non-droit sont des zones dans lesquelles s'applique un autre droit, soit celui du milieu et des caïds, soit la charia. Il n'y a pas de non-droit, il y a un droit qui n'est pas le droit de la France. C'est un peu différent. Dans les zones dans lesquelles la charia s'applique, que s'est-il passé? Il s'est passé qu'un petit nombre de personnes, qui eux sont dans cette volonté de conquête de la France et d'installer la charia en France, ont pris l'ascendant sur la communauté musulmane et les musulmans qui vivent à cet endroit. Et ils ont fini par imposer leurs lois à ces musulmans-là qui, même s'ils ne sont pas d'accord avec ces stratégies, en fait, ils la subissent et ils ne s'y opposent pas. Alors, qu'ils soient passifs par rapport à ça, je peux le comprendre, mais la réalité, c'est que dans certains endroits de France, eh bien, s'applique d'ores et déjà quelque chose qui ressemble à la charia, qui n'est plus le droit français. Et ça, pour nous, ça n'est pas acceptable. Et nous devons absolument rompre, couper court à cette affaire. Je suis d'accord avec les mesures de fermeté qui consistent dans le fait d'expulser, tous ceux qui mènent, des actions contre notre pays et contre notre population, contre nos concitoyens, fermer les associations qui propagent ces messages, interdire ceux qui en sont responsables d'exercer quelque responsabilité que ce soit, les expulser s'ils sont étrangers. Nous devons être d'une extrême fermeté à l'égard de tout cela. Je suis favorable à ce que les musulmans pratiquent leur foi s'ils ont une foi. Et comme philosophe, comme croyant moi-même, comme citoyen, comme responsable politique, je suis d'accord avec le fait que celui qui a une foi puisse la pratiquer dans des conditions décentes. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais que la pratique de ces conditions décentes déborde jusqu'à vouloir imposer à la France une loi qui n'est pas la loi de la France, ça n'est pas possible. Et il faut être, encore une fois, d'une très grande fermeté, parfois même d'une forme de brutalité, à l'égard de ceux qui veulent nous imposer une loi qui n'est pas la nôtre. Alors, on a vu ce week-end le Premier ministre assister au dîner du CRIF. On sait que le président de la République est chanoine. Est-ce qu'il va finir aussi commandeur des croyants? Et quid de la loi de 1905 et de l'écart entre les religions, quelles qu'elles soient, et la République? Alors, il y a un écart et à la fois il n'y a pas d'écart. La loi de 1905, d'abord, vous observerez, et je me permets d'inviter nos auditeurs à le faire s'ils ont le temps, et si ça les intéresse. La loi de 1905 ne comporte pas le mot laïcité. Le mot laïcité n'est pas dans la loi de 1905. Pour des tas de raisons historiques et sémantiques, mais c'est pour vous dire que l'esprit de cette loi, nous l'avons perdu de vue, consiste à dire rapidement, la société ne peut pas être neutre, et c'est parce que la société ne peut pas être neutre que l'État doit l'être. Autrement dit, le rôle de l'État,
c'est de faire en sorte que toutes les croyances, toutes les opinions puissent s'exprimer, y compris dans le domaine public, j'ai bien dit y compris dans le domaine public, à partir du moment où l'ordre public n'est pas menacé. Voilà. Ça, c'est l'esprit et la lettre de la loi de 1905. Nous n'aurions jamais dû sortir de ça. Et nous en sommes sortis. Parce que il y a un certain nombre de personnes, de responsables politiques, au fil des années, ils sont de toutes les couleurs, hein, d'ailleurs pour tout le monde pour le coup, qui ont considéré que, au fond, c'était les religions qui étaient responsables des maux et des troubles ou des souffrances que les sociétés subissent. Et donc ils se sont dit, bah, écoutez, qu'à ça ne tienne, on va sortir des religions de domaine public, ça ira beaucoup mieux. Ça ne peut pas aller mieux. Et d'une certaine manière, c'est ce que beaucoup de musulmans en France nous disent. Ils nous disent, moi je ne peux pas être d'accord avec une société qui m'empêche d'exprimer ma foi, à partir du moment où je n'ai pas de prétention, ni de conquête, ni d'agression, ni quoi que ce soit. On voit aussi des religions qui s'immiscent dans le débat politique. On voit un rabbin qui dit à M. Zemmour qu'aucune voix juive doit aller vers lui. On voit des listes électorales islamiques. On voit que les religions veulent investir le domaine politique. Mais elles sont dans la vie de la cité. Vous imaginez très bien, vous le voyez d'ailleurs sans doute là où vous habitez, et vos auditeurs certainement là aussi où ils habitent, le nombre de gens qui, parce qu'ils sont croyants, s'investissent dans la vie sociale, dans l'accompagnement des détenus, la Croix-Rouge, le Croissant pour les sociétés islamiques, l'Armée du Salut, ce sont les protestants. Enfin, il y a des tas de mouvements caritatifs qui investissent la vie de la cité et qui viennent en aide, gratuitement et généreusement, à leurs contemporains qui en ont besoin. Donc les religions, les croyants participent à la vie de la cité. Ils y vont peut-être aussi avec une petite arrière-pensée, faire du prosélytisme. Ah mais non, je crois pas. Enfin, franchement, non, je crois pas. Puis de toute façon, tout le monde ferait du prosélytisme. Enfin, tout le monde a envie de convaincre son voisin que ce qu'il croit est la bonne version des choses. Non, je crois... Alors, pour reprendre l'expression les expressions que vous citiez tout à l'heure, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une voix juive. Ah, moi non plus. J'ai du mal à comprendre. Non plus, mais le rabbin a l'air de le savoir. La voix d'un citoyen français qui, par ailleurs, est juif ou de confession judaïque, ça, je sais ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne crois pas qu'il y ait un vote juif en France, je ne crois pas qu'il y ait un vote chrétien, je ne crois pas non plus qu'il y ait un vote musulman. Tout ça sont des constructions intellectuelles. Oui, bien sûr, un certain nombre de Français musulmans ont décidé, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, de constituer des listes aux élections municipales. C'est leur droit. C'est leur droit. Et encore une fois, on a interrogé un certain nombre de vos collègues de la presse, m'ont interrogé, alors vous êtes pour l'interdiction des listes musulmanes. Mais au nom de quoi? Ils veulent des menus halal partout, ils veulent qu'on s'habille comme ça, mais qui viennent le dire dans le débat public, et on va leur dire non, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas voter pour vous, et il faut pas. Et puis ce sera beaucoup plus clair, plutôt que de dire, plutôt que d'essayer d'interdire ou quoi que ce soit. Soyons suffisamment forts de ce que nous sommes. Forts de ce que nous sommes. Je suis très à l'aise, moi, avec cette idée que, il y a la loi à laquelle ma conscience obéit parce que je suis un chrétien croyant, et puis il y a la loi de la République qui m'oblige à l'extérieur. Autrement dit, j'ai pas besoin d'être convaincu spirituellement et en conscience que 130 km/h c'est la bonne vitesse sur l'autoroute. Mais je dois m'y conformer parce que c'est la règle. Voilà. Eh bien, pour les lois de la République, c'est pareil. C'est pas supérieur, c'est d'un autre ordre. Donc, laissons les gens vivre tranquillement avec leurs 2 ordres et qu'ils fassent leur affaire de ça. Le reste après, il est normal pour quelqu'un qui porte une vision de la société, c'est mon cas. Elle est inspirée par la tradition de la pensée sociale chrétienne. Et je le revendique. Je dis voilà, moi je propose ça. J'oblige personne. Je dis simplement, au nom de ce que je crois, voilà ce que je propose. Après, chacun choisit. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compatible avec les traditions françaises que ce que proposent d'autres religions. Mais ça, c'est la question de la compatibilité de l'islam avec notre République et la civilisation française, et ça c'est un sujet beaucoup plus difficile. Okay. Alors, autre sujet, vous parlez de redonner aux Français confiance dans la justice de notre pays. Donc, redonner des moyens judiciaires et pénitentiaires. Donc là, il y a fort à faire. On manque singulièrement de prisons. On manque de prisons, oui, parce que la population augmente et la délinquance augmente. Donc il y a un moment, il faut en prendre acte. J'ai longtemps cru que, même si je continue de penser que c'est vrai, j'ai longtemps entendu, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions il y a une vingtaine d'années, que le refus de construire de nouvelles places de prison
ou la volonté, pardon, le contraire, la volonté de construire de nouvelles places de prison, d'une certaine manière, nous empêchait ou nous dispensait de regarder la réalité des conditions de détention des gens qui sont insupportables, inhumaines, enfin qui sont vraiment... Il y a eu des rapports du Sénat là-dessus. Ah non, mais c'était... Le premier rapport date de 99, 99-2000, il y a donc 20 ans. Ça n'a pas beaucoup changé depuis, même s'il y a des efforts qui ont été faits. Et je me disais, bon, vous voulez construire de nouvelles prisons pour éviter de traiter au fond la question de la dignité, parce que la dignité des gens qui y sont, parce que c'est parce que vous êtes incarcéré, que vous avez perdu toute dignité, que vous n'avez droit à rien, enfin, il faut quand même traiter les gens correctement, on n'est pas en barbarie. Maintenant, je crois que, bien sûr, je continue à militer pour que les conditions de détention des détenus s'améliorent et qu'elles soient conformes à ce que je crois être la dignité humaine. Ça ne veut pas dire que c'est un club med. Pour penser que la prison est un club med, il ne faut jamais avoir mis les pieds dedans. Alors moi, je n'ai jamais été condamné par personne, donc très bien, mais j'ai visité comme parlementaire un certain nombre de prisons. Je peux vous dire que la seule envie qu'on n'a pas, c'est d'y rester. Il n'y a pas de doute. Maintenant, la population augmente, la délinquance augmente, et je pense qu'il faut se donner les moyens, effectivement, de sanctionner tous ceux qui doivent être incarcérés, les incarcérer pour de vrai, même si par ailleurs il y a en prison des tas de gens qui n'ont rien à y faire. Enfin, c'est malheureusement le cas. Vous avez fait, vous pouvez être condamné à des peines de prison pour avoir oublié d'afficher le règlement intérieur dans votre entreprise. En tout cas, le code pénal, personne n'est condamné pour ça, mais voilà les peines que prévoit le code pénal. Un dirigeant d'entreprise coupable d'abus de biens sociaux, je préfère qu'on le sanctionne financièrement de manière extrêmement sèche, comment dire, pour le dissuader de recommencer, plutôt que de l'emprisonner pendant 3 mois. Pourquoi faire? En fait, on se demande à quoi ça sert. Vous comprenez, c'est toute cette voilà. Un voleur de pommes à l'étalage, même si c'est la 4e fois, c'est un dangereux récidiviste, c'est un voleur de pommes. On ne peut pas le mettre en prison. Enfin, je forcerai d'en faire comprendre. Nécessité fait loi. Si c'est une pomme et qu'il a faim, peut-être... Oui, mais malheureusement, ça reste interdit. Donc Mais là, le juge sait apprécier ce genre de circonstances. Les juges français ne sont pas inhumains, loin de là. D'ailleurs, on leur reproche parfois d'être un peu trop conciliants. Mais oui, bien sûr, ça nécessite une grande réforme de la justice, avec la question qui se posera un jour, qui commence à venir petit à petit. La question de savoir s'il faudra continuer à faire nommer les juges par l'autorité de l'État ou s'il faudra les élire. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai pas d'opinion tranchée sur cette question. Mais là aussi, ça serait intéressant d'obtenir l'avis des Français sur ce point. Ça dépend des gens qui votent. Si c'est des malfrats qui votent en nombre, ils vont élire leur propre juge. En général, alors d'abord, les malfrats sont, Dieu merci, pas encore les plus nombreux dans le collège électoral. On a encore de la marge, mais non, c'est la question de leur responsabilité. C'est ça qui est engagé aujourd'hui. Et malheureusement, on voit des décisions qui sont absolument aberrantes. Enfin, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais c'est au fond, généralement, le pouvoir qu'exerce la justice sur le cours des choses. J'ai en tête ce qui avait motivé le fait que j'ai été le premier au Parlement il y a quelques années à déposer une motion pour sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces pirates somaliens qui avaient arraisonné un bateau français et séquestré, pris en otage ses occupants. Ils ont été traduits devant les tribunaux en France, et pour des questions de vice de forme, l'État français a été condamné non seulement à abandonner toute poursuite, mais en plus à payer des amendes, parce que je crois que leur dossier n'avait pas été transmis dans les temps. Là, on se dit quand même, là, il y a un problème. Si on ne peut même pas faire condamner les gens qui séquestrent nos concitoyens et qui volent leur bateau, il y a vraiment un sujet de pouvoir des juges qui est exorbitant, qu'il faut changer. Alors dans votre programme, vous parlez aussi de rétablir les conditions de la confiance des acteurs économiques, et vous parlez d'économie réelle vs économie spéculative. Que pensez-vous de toute cette spéculation qu'il y a sur l'immobilier actuellement, et les hausses de loyers, les hausses du prix de l'immobilier à Paris, ça devient, et en Ile-de-France, ça devient... Oui, et malheureusement, vous avez raison, ça se propage un peu partout sur le territoire, parce que la pandémie de Covid, son traitement par le gouvernement, pas la pandémie en tant que telle, son traitement était une telle catastrophe qu'effectivement il y a des effets secondaires extrêmement brutaux. C'est l'effet de la pénurie aussi. Si effectivement les logements s'achètent si cher désormais, pas aussi cher encore en province qu'à Paris, mais les prix augmentent très très vite, c'est d'abord parce qu'il n'y en a pas assez, et deuxièmement c'est parce qu'on a un effet de concentration des habitants dans les métropoles françaises et que les territoires ruraux sont désertés.
parce qu'il y a encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous pouvez acheter, pas très cher, hein, voire pour une bouchée de pain parfois, dans des villages de nos campagnes, des biens immobiliers pour quasiment rien. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, ben, vous n'avez rien à moins de 20 km. Donc la question qui est posée derrière, comment dire, le sujet que vous abordez, c'est la question des pénuries de logement, et le gouvernement avait promis nos émerveilles en disant on va construire, on va construire, on va construire. En réalité, on construit 3 ou 4 fois moins que ce qu'il faudrait pour absorber le manque de logement dans notre pays. Et deuxièmement, il y a des problématiques d'aménagement du territoire. On devrait pouvoir trouver le moyen de réhabiliter dans les campagnes, de proposer à ceux qui y habitent de l'emploi, de la couverture numérique, des réseaux de transport, des commerces, des services publics. Ce qu'on voit ici. Hein. Là, le chasseur que vous êtes est certainement un peu écologiste, car tous les chasseurs sont écologistes. Oui. C'est connu. Elle doit savoir qu'on a, en 7 ans, bétonné l'équivalent d'un département en France. Ah, c'est vrai, mais tout en bétonnant ce département, il y a, je sais, quelques dizaines de communes, je n'ai pas de chiffre exact, mais vous le trouverez facilement, de France, dans lesquelles il y a 0 habitant. Pas 2, 0 habitants. Des tas de villages de France qui sont désertés, vous traversez les anciennes routes nationales, vous savez, où les départementales, vous traversez des villages qui sont devenus pas des villes fantômes, et dans lesquels vous n'avez plus de commerce. Une maison sur 4 est à vendre sur la rue principale, je ne vois même pas celles qui sont derrière. Donc en fait, ce bétonnage s'est fait à cause de la concentration sur les grands espaces métropolitains. Et dans les campagnes, il y a des tas d'endroits dans lesquels il ne s'est rien passé. Je me rappelle d'un terme qui a été employé par des élus, le mitage des campagnes, où il y avait des gens qui allaient construire sur des terres agricoles, etc. Et donc qui rendaient le nombre de terres agricoles moindre. Oui. Voilà. Et donc ils se battaient contre ça. C'est exact, et on comprend qu'ils le fassent. D'ailleurs, on s'est battu ici, et moi, à la fois comme maire et président de la ville, contre ça aussi, même si il y a un moment où la pression démographique est telle que vous ne pouvez pas faire autrement que de consacrer un peu, et ça peut rester raisonnable, de l'espace à la nouvelle construction, mais ça se fait dans le périmètre des métropoles, encore une fois. Ça se fait en Ile-de-France, ça se fait autour de Nantes, Toulouse, Rennes, mais dans les campagnes qui sont éloignées des métropoles, il ne se passe rien. Le mitage, il a lieu ici, dans les villages. Parce que vous êtes à 50 km de Paris, ou 60 à la frontière de l'Eure-et-Loire, ça se fait en Eure-et-Loire parce que vous êtes à 45 minutes de la gare Montparnasse, etc., etc. Donc c'est cet effet de métropolisation qui n'a pas arrêté en réalité la désertification rurale. Ce point sur lequel il faut absolument travailler. Ok. Alors donc vous avez aussi parlé de lutter contre la pauvreté et mieux répartir la richesse nationale. Alors on s'aperçoit en France qu'il y a 2 millions de foyers en attente de logement social, 10 à 15 ans d'attente en Ile-de-France pour un HLM, des centaines de SDF meurent de la rue chaque année, et souvent de nationalité française, et 4 millions de mal logés. Comment faire face à tout ça? Je le redis, le programme de construction de logement qui doit satisfaire ses besoins. Encore une fois, la population augmente. C'est une réalité. Elle augmente naturellement et elle augmente par le jeu des migrations. Mais même si, vous arrêtiez le flux migratoire, ce qui est mon intention et mon objectif, elle augmente naturellement parce que le nombre de gens qui meurent est moins important que le nombre de gens qui naissent. Donc, de toute façon, il y a une augmentation mécanique de la population. Donc il faut bien les loger quelque part, on ne va pas les laisser dans la rue. Donc il faut construire. Ou reconstruire, ou rénover, ou en tout cas, il faut leur donner de quoi habiter. Il ne faut pas imaginer que les gens en soient bons. Premier élément. Deuxième élément, je fais partie de ceux qui militent pour l'instauration d'un revenu universel, et je pense que ça fait partie des choses qui doivent participer à une nouvelle redéfinition de la redistribution des richesses. Le problème n'est pas que nous ne créons pas assez de richesses, le problème est qu'elles sont mal distribuées. C'est vrai à l'échelle de la France, comme c'est vrai à l'échelle du monde. Vous ne pouvez pas constater d'un côté que des populations meurent de faim, et d'un autre côté, voir tous les ans des montagnes d'oranges en Californie qui sont brûlées parce qu'on ne sait pas à qui les donner, alors qu'à 3 heures de bateau, ou à 5 heures de bateau, il y a des gens qui les mangeaient volontiers. Donc c'est vraiment un problème de distribution et de circuit. Et là-dessus, je crois qu'effectivement, on doit repenser l'ensemble de ces distributions. Et troisièmement, je pense que l'acteur État doit pas être dépouillé. Je ne suis pas libéral, moi, du point de vue. Je ne crois pas que l'État minimum, c'est pas ma tasse de thé, comme je vous le disais tout à l'heure. En revanche, je pense qu'il consomme trop des richesses que nous produisons pour pas beaucoup de valeur ajoutée, en dehors des gens qui en profitent en termes de rémunération, alors c'est déjà pas si mal, mais qui seraient sans doute mieux utilisés
à d'autres fins pour rémunérer d'autres types de services et d'autres types d'aides. Et je crois que un des remèdes à la question de la pauvreté, évidemment, c'est l'emploi. Je ne suis pas contre le fait qu'on assiste ceux qui sont en situation de fragilité. Mon histoire personnelle peut en apporter la preuve, mais je crois vraiment que la vraie solution, ça commence par essayer de faire en sorte que tout le monde puisse travailler dignement et gagner sa vie avec son problème. Comment expliquer tous ces centaines de Français, de gens de nationalité française, qui meurent chaque année dans la rue? Il y a beaucoup de causes, malheureusement. Il y a un problème de capacité d'accueil, c'est certain. Il y a aussi, vous savez, la culture particulière de la rue. Je me souviens, pour avoir participé à quelques maraudes il y a quelques temps déjà, on entendait beaucoup des gens qui dorment dans la rue, qui ne voulaient pas aller dans des foyers parce qu'ils considèrent qu'ils n'étaient pas en sécurité, parce qu'ils avaient un chien avec eux et qu'on n'acceptait pas les chiens, parce que ça les obligeait à un certain nombre d'autres choses qu'ils ne voulaient pas. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Il y a ceux qui ne trouvent pas de place, ceux qui ne veulent pas y aller, et il y en a plus que ce qu'on croit. Et puis, malheureusement, enfin, il y a des personnes, et j'ai vécu ça de manière très proche dans ma propre famille, dont le ressort est cassé. Parce que de temps en temps, l'existence vous rend incapable de quoi que ce soit. Ça vous vide tellement que il n'y a plus de ressort pour rien faire au fond. Y compris même pas peut-être de faire l'effort de faire 300 mètres de plus pour aller dormir sous un toit, après tout, à quoi bon? C'est ce que se disent aussi un certain nombre de ces personnes. J'ai pas de remède pour ça. Je pense que, comment dire, je me souviens qu'il y avait eu un débat il y a quelques années sur un maire qui n'est pas très loin d'ici, dans l'Essonne, qui avait pris un arrêté pour obliger les SDF à aller dormir sous un foyer parce qu'il ne voulait pas qu'ils meurent de froid pendant l'hiver, ce qui était évidemment, comment dire, un geste humain tout à fait respectable. Mais il y avait des gens qui avaient refusé parce que c'était pas leur choix. Donc il y a eu deux. Il faut pouvoir à la fois loger quand il manque de place et il manque des places. Et puis après, il y a la liberté de ceux qu'on ne peut pas contraindre à y aller. Là, avec les nouvelles lois anti-squat qui sont passées récemment, je pense qu'après les élections, les pauvres gens qui essayent de squatter pour ne pas mourir dehors vont finir dehors et mourir, quoi. Il y a aussi ce problème de contrôle technique. Il y avait des gens qui dormaient dans leur véhicule, et avec le nouveau contrôle technique, leur véhicule est parti à la casse et ils ne peuvent plus dormir dans leur véhicule. Il y a tout un tas de choses comme ça qui... On connaît ce phénomène en Ile-de-France, j'en avais d'ailleurs ici, dans la circonscription, des gens qui n'avaient pour domicile que leur véhicule et qui... mais tout ça repose... Enfin, la question du logement, c'est vraiment d'abord une question de construction et d'offre, au fond, qui n'est pas suffisante et qui doit être compliquée. Ou de pression sur le logement qui est trop grosse, peut-être via l'immigration, par exemple. Mais l'immigration, le fait que on ne sait pas non plus... Alors, j'ai eu à traiter, là aussi, dans cette permanence, ici, dans le bureau où nous sommes. Je ne sais pas combien de cas, peut-être une vingtaine de cas de gens qui avaient loué leur logement parce qu'ils étaient partis dans un autre travail ailleurs, etc., qui étaient propriétaires de leur maison ou de leur appartement ici, qui sont revenus, qui l'ont trouvé dévasté, des gens qui occupaient illégalement, sous forme de squat, des locaux qu'ils n'avaient pas le droit d'occuper et qu'on n'a jamais pu faire partir. Donc, il y a une défiance également des propriétaires qui rechignent à louer leur appartement ou leur maison quand ils n'en ont pas besoin pendant un temps, parce qu'on ne sait pas faire face à des gens qui sont indélicats, qui sont en fait des brigands, des voleurs, comment dire, et qui se mettent là parce qu'ils n'ont pas envie de payer quoi que ce soit. Ça existe aussi. Tout ça doit être tenu en même temps. Et comme on ne sait pas rassurer les gens qui ont effectivement des biens immobiliers qu'ils pourraient mettre en location, ben, ils rechignent à les louer, ce qui est évidemment ce qui accentue le phénomène que vous êtes en train de décrire. Alors j'ai encore 2-3 questions. Est-ce que votre temps est... Un peu limité, mais je peux encore vous répondre volontiers à la première question. Ok, d'accord. Alors vous parlez de doter la France d'une défense nationale forte et indépendante et de rétablir le service national. Avec quel budget? Et est-ce qu'il y a du personnel d'encadrement, etc. pour accueillir des jeunes en service national? Alors, le personnel d'encadrement, il faudra certainement augmenter les effectifs de l'armée pour trouver les encadrants en nombre suffisant, c'est certain. Par ailleurs, il faudra savoir si le service national est rétabli pour tout le monde ou s'il est rétabli seulement pour les volontaires. C'est une question là aussi qu'il faudra trancher. Et mixte? Mixte, oui, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Oui. Il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est le cas, et je n'ai pas l'impression que les armées s'en plaignent. D'ailleurs, maintenant,
Ce n'était pas le cas il y a quelques années, il y a des femmes au gradé dans toutes les unités, sauf peut-être les unités combattantes, parce qu'il y a des questions de physique. Oui, des pilotes de chasse. Oui, il y a des pilotes de chasse, il y a des officiers dans toutes les armes, enfin bref. Maintenant, oui, il faudra faire des efforts de recrutement d'encadrement, oui, il faudra réhabituer l'armée française à encadrer ceux qui font leur service national sous les drapeaux, et oui, bien sûr qu'il va falloir retrouver des locaux, donc tout ça va se faire en claquant des doigts. Mais il y a tellement de bénéfices à retirer, comment dire, d'un service sous les drapeaux de nature militaire, sur le plan du brassage social, sur le plan de l'apprentissage de la discipline, sur le plan du service qu'on rend, que je milite vraiment pour ce rétablissement. Après, le service national peut prendre aussi d'autres formes, plus civiques, plus civiles. Ouais, service civil. Et en tout cas, faire l'objet pour les jeunes qui auront passé ce temps d'une qualification professionnelle authentifiée, parce qu'on apprend des choses pendant 10 mois, donc c'est Vous savez, moi, quand j'ai fait mon service militaire, il y a des gens qui se sont découverts cuisiniers et qui n'avaient pas imaginé de devenir, d'autres qui ont passé tout leur permis, qui sont devenus chauffeurs de poids lourds alors qu'ils n'envisageaient pas ça du tout dans leur vie, d'autres à qui j'ai participé au fait d'apprendre à lire et à écrire parce qu'il y avait quand même des illettrés qui rentraient à 18 ans au service national. À l'époque, on les repérait. Maintenant, on ne les repère plus. Ils sont largués dans la nature, ils sont livrés à eux-mêmes d'une certaine façon. Donc, tous ces apprentissages-là, ça doit pouvoir faire l'objet de quelque chose qui authentifie qu'on a appris quelque chose. Est-ce que ça ne devrait pas aussi être comptabilisé dans les annuités de retraite? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, c'est un travail. Travailler, comme dit l'autre, c'est faire quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas simplement avoir un salaire. Donc oui, c'est un temps qu'on consacre à la nation, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comptabilisé. Ok. Alors vous parlez aussi de redonner du poids politique à nos institutions, le rétablissement du septennat. Et est-ce que ça ne va pas rétablir la cohabitation majorité avec une majorité parlementaire qui peut... Peut-être, mais je pense qu'il vaut mieux une période de cohabitation avec un chef d'État qui est un chef d'État et un vrai chef de gouvernement qui conduit la politique de la nation, comme dit la Constitution, plutôt qu'un chef de l'État qui est à la fois chef de gouvernement, ministre de tout et de n'importe quoi, et qui est obligé de parler tous les 2 jours pour être sûr qu'on l'entende. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Okay. Par parenthèse. Donc quand vous êtes chef de l'État censé, assurer la protection du pays, défendre et protéger les libertés des citoyens, parce que c'est son rôle, garder la Constitution, vous ne pouvez pas être engagé comme le chef de l'État actuel l'est, plus qu'aucun de ses prédécesseurs, dans la tambouille quotidienne de la vie politique, plus la gestion quotidienne des affaires, enfin. Quand le Premier ministre nous explique qu'il faut arrêter de se serrer la main et de s'embrasser à cause du virus, vous vous dites, mais mon médecin peut me dire ça. Peut-être la directrice de l'école de nos enfants peut dire ça. Peut-être le maire adjoint qui est chargé de la sécurité et de la vie sanitaire dans la ville peut dire ça. Le Premier ministre, il a que ça à faire. Enfin, c'est grave quand même. Donc, en plus du fait qu'il dit des bêtises, mais ça c'est malheureusement, on a du mal à s'y habituer. Qui n'en dit pas? Oui, non, mais c'est vrai, mais il faut rester dans une forme de proportion acceptable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que effectivement, il y a là quelque chose qui est dramatique dans le manque de distance que le quinquennat provoque pour le chef de l'État. 7 ans, ça veut dire le chef de l'État se met à l'abri de la tambouille politicienne et d'un certain nombre de contraintes de la vie quotidienne qui l'empêchent de diriger le pays. Ok. Alors, vous parlez de réformer l'Europe pour ne pas avoir à quitter l'Union européenne. Quid du référendum de 2005 où une majorité de Français n'ont pas souhaité y rentrer? J'ai voté contre, donc je suis très très à l'aise avec ça. Regretter moi aussi que les conclusions n'ont pas été tirées. Je pense, le schéma que j'ai en tête, il est simple. Moi, je n'exclus pas le Frexit par principe. Je pense que la meilleure façon, c'est d'imaginer une consultation référendaire du peuple français qui serait une manière officielle de recueillir l'opinion du peuple français sans que ça engage des décisions politiques formelles. Donc pas un référendum, une consultation référendaire qu'on fait comme un vrai vote pour dire que c'est pas un sondage, c'est pas l'air du temps, c'est voilà, les Français ils vont voter dans un bureau pour savoir, pour que le pouvoir exécutif sache ce que veut le peuple français. Il veut sortir de l'Union européenne, très bien. Avec le résultat de la consultation référendaire sur le Frexit, on va voir maintenant les dirigeants européens, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le peuple français a dit majoritairement qu'il souhaitait sortir. Maintenant, on peut négocier. Et là, on regarde si effectivement il y a, oui ou non, la possibilité de réformer l'Europe de l'intérieur pour obtenir ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire notre indépendance.
militaire, diplomatique, des frontières, judiciaire, économique dans une large mesure. Voilà. On est d'accord avec ça, on réforme. On n'est pas d'accord, on va être obligé de considérer qu'il faudra s'en aller. Ok. Alors, dernière question. Chiche TV s'occupe beaucoup de précarité. Quelle activité gratuite nous conseilleriez-vous? L'engagement dans n'importe quelle association qui est près de chez vous. Pourquoi près de chez vous? Parce que c'est plus facile en termes de contraintes de temps et de disponibilité. S'il faut faire 40 km pour aller donner un coup de main à une association, c'est plus compliqué. Donc n'importe laquelle. Parce que le tissu associatif français, c'est sa richesse. Ça peut être un club de philatélie, un club de sport, une activité caritative quelle qu'elle soit, une association de quartier, ce que vous voulez. Entrez dans le tissu associatif. Moi j'en viens, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie, comme jeune président de Maison des Jeunes et de la Culture dans le nord de Paris il y a 40 ans maintenant. Ça m'a tout appris à peu près. Donc voilà, l'association, c'est le lieu propre de l'apprentissage de la gratuité, donc de la citoyenneté, et c'est formidable. Super. Voulez-vous rajouter quelque chose pour clore cet entretien? Remercier nos auditeurs de leur patience et leur dire rendez-vous au 10 avril prochain. Ok. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup.